Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme promis, voici la deuxième partie sur l'addiction numérique ou comme annoncé la semaine dernière, nous allons explorer des astuces, des techniques pour décrocher de nos écrans et de notre smartphone en particulier. Nous allons donc voir comment reprendre le contrôle. Comment, grâce à des techniques d'auto-suggestion et d'auto-hypnose, il est possible de se défaire de certains automatismes liés à notre précieux. Et en fin de vidéo, je vous conseillerai la lecture d'un livre écrit par un célèbre mentaliste Rochelet, qui nous éclaire plus en détail sur ces fonctionnements induits par les réseaux et autres GAFA. Sans oublier, je vous l'avais promis, mon petit coup de gueule. Allez, top générique! Dans la première partie, je vous avais détaillé tout ce qui peut être logé dans le terme d'addiction numérique. Donc si vous ne l'avez pas regardé, je vous conseille de la visionner avant de reprendre celle-ci. Je vous mets le lien ici pour pouvoir la voir. Alors comment reprendre le contrôle? On va d'abord identifier ses habitudes. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit de mesurer le temps passé sur chaque application. Il existe des outils directement intégrés dans votre smartphone, comme temps d'écran ou bien-être numérique selon ce que vous possédez. Après, vous en faites une liste allant du plus au moins énergivore et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir reconnaître quelles sont les applications ou sites qui vous posent le plus de problèmes. Ça pourra peut-être être le travail, le jeu, le scrolling ou une application en particulier. À partir de là, il est important de se fixer des limites. Et première astuce que je vous donne, avant d'aller sur votre appli ou votre jeu préféré, activez un minuteur raisonnable. 10 minutes, c'est déjà énorme. Deuxième astuce, allez dans les réglages de votre téléphone et désactivez toutes les notifications qui vous paraissent inutiles. Vous allez pouvoir voir qu'il y en a de nombreuses. Chez vous, créez des espaces sans écran. Dans la chambre, par exemple. Personnellement, depuis quelques mois, j'ai décidé de ne plus charger mon téléphone sur ma table de chevet, mais dans la cuisine, et ça a complètement changé mon rapport avec celui-ci. Alors qu'avant, c'était une des premières choses que j'attrapais, à peine les yeux ouverts, et bien maintenant, il m'arrive qu'il se passe plus d'une heure après que je sois levé avant de consulter mon téléphone. Et franchement, je m'y adapte très bien. Je peux vous dire pour autant que si vous questionnez mon entourage, j'étais quand même très souvent sur mon smartphone. De plus, avec un ado à la maison, il a été nécessaire de fixer quelques règles. Et une autre pièce où le téléphone est strictement interdit, c'est les toilettes. Alors déjà, ça évite que le titulaire du trône squatte des heures cette précieuse pièce partagée. Et en plus, il est fortement déconseillé par les médecins d'y rester trop longtemps. Donc, double bénéfice. Évidemment, les temps de repas où le téléphone ne doit même pas être présent sur la table. Et puis, les soirées cinéma, famille à la maison, où l'on se concentre essentiellement sur ce qui se passe sur le grand écran. Je vois beaucoup de gens qui en même temps qu'ils regardent une émission ou un film à la télé consultent leurs notifications ou scrollent machinalement sur une appli. Et comme je l'ai déjà dit, le cerveau multitâche n'existe pas. Vous ne pouvez pas être pleinement focus, concentré sur deux éléments différents à la fois. Alors oui, même vous mesdames, ce n'est qu'une légende. Vous pouvez aussi adopter des rituels de déconnexion, remplacer le temps d'écran par des activités stimulantes en ligne, de la lecture, du sport, de la méditation, des jeux de société en famille. On peut aussi introduire des temps de digital detox, comme on dirait en anglais, comme des demi-journées prévues sans téléphone où on peut aller se promener, se balader, aller explorer un musée et toute autre chose. Petite astuce que j'ai entendue de la part du psychiatre et écrivain Christophe André, qu'on retrouve fréquemment sur les plateaux de télé. Appliquez ce qu'il appelle la règle des 3 secondes. Quand vous recevez une notification ou qu'une envie soudaine de consulter votre téléphone débarque, comptez doucement dans votre tête jusqu'à 3. Avant de vous poser la question, est-ce réellement nécessaire? Maintenant, je vais vous partager quelques astuces issues de l'hypnose ericksonienne, à commencer par prendre conscience de ces automatismes. En hypnothérapie, on travaille beaucoup sur la prise de conscience des comportements automatiques. Ici, avec les écrans, on peut commencer par s'observer et se demander quand et pourquoi je prends mon téléphone. Est-ce que c'est par ennui, par stress ou tout simplement par habitude? Après, il suffit de créer des ancrages positifs. C'est une technique que j'utilise beaucoup avec mes clients. Par exemple, chaque fois que vous posez votre téléphone, posez-le sur l'écran. Déjà, ça cache les notifications.
et vous associez ce geste à une respiration profonde, à un sentiment de calme. Ça permet de désamorcer l'envie de vérifier son écran en permanence. Vous pouvez aussi utiliser la visualisation pour réduire les usages excessifs. Prenez le temps d'imaginer une journée idéale sans que les écrans prennent trop de place. En hypnose, la visualisation est un outil extrêmement puissant qui permet de fixer des objectifs concrets et motivants. Il y a aussi des petits exercices très rapides pour se recentrer. Si vous sentez que vous êtes absorbé par un écran, essayez cette technique. Vous fermez les yeux, vous inspirez profondément en comptant jusqu'à 5 et expirez en comptant jusqu'à 5. Répétez plusieurs fois l'exercice pour vous reconnecter au moment présent. Vous avez sans doute reconnu ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Comme très souvent, lorsque l'on met en place de nouvelles habitudes, de nouveaux rituels, il est conseillé d'y aller étape par étape. On ne monte pas directement au 47e, on y accède étage par étage. Le smartphone, cet outil extrêmement utile, a pris une place importante dans notre société et notre famille. Je vous conseille d'en parler entre vous et pourquoi pas d'établir ensemble une charte de l'utilisation de cet outil. Pour notre part, nos enfants se font toujours un malin plaisir de nous rappeler à l'ordre lorsque nous dérogeons à certaines règles que nous avons établies ensemble. Et c'est bien connu, la vérité sort de la bouche des enfants. L'addiction numérique est une de mes spécialités et je sais très bien qu'il n'est pas toujours facile de trouver des solutions seul. J'ai développé et mis en place un accompagnement spécifique à cette problématique. Donc si vous avez besoin d'aide, contactez-moi grâce au lien en description. Personnellement, j'aime beaucoup l'adage qui dit « il est préférable de montrer que de démontrer ». C'est très bien d'édicter les règles, c'est quand même mieux de les respecter et de montrer l'exemple. Petit tacle à nos politiques au passage, l'autre viendra un peu plus tard. Pour finir cette double vidéo et avant de pousser mon coup de gueule, je voudrais vous parler d'un livre dont le titre est « Votre attention est votre super pouvoir ». Il a été écrit par le célèbre mentaliste rochelais Fabien Olicard. Il y a introduit le concept que notre attention est un bien précieux, que les concepteurs d'applications tentent de capter à tout prix. Il nous donne plein de conseils et d'astuces pour reprendre le contrôle, je vous mets le lien en description. Pour conclure, en comprenant comment fonctionnent les mécanismes derrière nos écrans et en reprenant le contrôle de notre attention, on peut transformer ces outils en alliés plutôt que de les subir. C'est enfin l'heure de pousser mon coup de gueule et il concerne directement le sujet du jour. Il y a un an, l'Élysée et le président Macron ont demandé à un collège de spécialistes un rapport sur enfants et écrans. Après 4 mois de travail, cette assemblée a rendu en avril 2024 un document complet de 135 pages qui fait un constat, et on s'en doutait bien, très négatif de l'impact sur nos enfants et nos ados. Elle recense également tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant et surtout elle a établi une liste de recommandations à mettre en place afin de protéger nos chères têtes blondes. Comme je m'y attendais et je l'avais prédit, beaucoup de blabla et peu ou pas d'action de la part de nos dirigeants. Alors on peut, et à juste titre, me rétorquer que l'instabilité gouvernementale ne joue pas en faveur de l'action, mais je pense qu'intégrer une sensibilisation via l'éducation nationale est une solution assez simple à mettre en place. La distribution de plaquettes à destination des enfants et des parents, dénonçant les problématiques engendrées et les conseils quant au bon usage de ces outils. On peut aussi diffuser des messages de prévention sur tous les écrans au même titre que ceux présents sur les paquets de cigarettes ou concernant la consommation d'alcool, ou bien encore les risques d'épilepsie sur les jeux vidéo. Il existe donc des solutions simples à mettre en place rapidement. Messieurs les politiques, à vous de jouer. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à diffuser ce message en partageant, en likant. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, toujours en cliquant sur le petit lien en bas. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé et à bientôt sur la chaîne Projet Neurohypno.